Alors toujours dans le cas général, graphiquement, donc l'élasticité, alors on va faire ça à main levée. Les élasticités se calculent en un point. Alors imaginez par exemple, on avait une fonction de demande. Et ici, donc imaginez que ça c'est les cigarettes. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple des cigarettes. Et en fait l'élasticité ça nous a dit, bon bah quand il y a eu une augmentation du prix de 1%, il y a eu une baisse des quantités demandées, ce qui est logique. Et par là, s'il y a une petite augmentation du prix, vous voyez que ici, on arrive à ce point-là, et il y a une baisse des quantités demandées. On passe de là à là, et au niveau du prix, on a augmenté, on est passé de ici à ici. Hein. Bon, donc l'élasticité nous a indiqué donc quelle était la sensibilité au voisinage de ce point. C'est-à-dire qu'on partait d'un point de départ où le paquet de cigarettes était à, je sais pas, à 6 euros. Hein. Donc là, on avait le prix. Et là, imaginez, on partait de ce point de départ. Le paquet de cigarettes était à 6 euros. On avait une certaine quantité 1. Et puis, le paquet de cigarettes, il a pris 1%. Augmenté de 1%. C'est un peu moche. On est passé ici. Et là, les quantités ont diminué d'un certain pourcentage. Donc, l'intérêt de calculer l'élasticité autour de ce point-là, c'est de voir un petit peu comment se comporte la fonction de demande autour de ce point-là. Là, on avait eu une élasticité de la demande au prix qui était de moins 0,7 dans l'exemple de tout à l'heure. Donc, imaginons que ça, ce soit l'élasticité de la demande au prix qui soit moins 0,7. Mais on pourrait comparer graphiquement. L'intérêt graphique, c'est de pouvoir ensuite comparer différentes situations. Imaginez qu'en fait, l'élasticité de la demande au prix ne soit pas de moins 0,7, qu'on se soit trompé, mais qu'elle soit en fait de moins 3. Donc là, vous voyez que l'élasticité, la valeur absolue ici est plus importante. Donc là, la demande réagirait, les quantités demandées réagiraient beaucoup plus violemment que dans le cas précédent. Dans le cas précédent, on avait une augmentation d'1% du prix et une baisse de 0,7% des quantités demandées. Là, si on est dans cette situation-là, on aurait une augmentation du prix de toujours de 1%, c'est la définition de l'élasticité, mais une baisse des quantités demandées de 3%. Donc 3% de baisse des quantités demandées au lieu des 0,7%. Donc la réaction est beaucoup plus forte. Et graphiquement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une pente de la demande qui serait beaucoup plus faible. Donc en ce point, d'accord, en partant d'un prix de 6 euros, si l'élasticité prix n'était pas de moins 7, mais de moins 0,7, mais de moins 3, la pente serait plus faible. D'accord, ça veut dire qu'on réagit plus. Regardez, pour la même augmentation de prix, au lieu de se retrouver ici, on se retrouve là, avec le nouveau prix. Q2 prime, je l'appelle. Vous voyez, au lieu d'avoir baissé de cette quantité-là, on baisse de toute cette quantité-là. D'accord? Donc la réaction est plus forte. Et elle est plus forte, bah oui, parce que la valeur absolue de l'élasticité de la demande au prix, elle est supérieure à la valeur absolue de l'élasticité de la demande au prix. On va l'appeler 1. Elle est supérieure à l'élasticité à celle-là, quoi. D'accord? Bon, je ne sais pas si c'était très utile d'écrire ça, mais en tout cas graphiquement, ça vous montre que différentes élasticités autour d'un point vous donnent différentes pentes autour d'un point. Si, imaginez maintenant que les consommateurs de cigarettes soient totalement addicts et qu'en fait l'élasticité de la demande au prix soit égale à 0. Alors, si on prend la phrase qu'on a écrite tout à l'heure, ça voudrait dire qu'une hausse de 1% du prix, ici on augmente de 1%, entraîne une variation des quantités demandées de 0. C'est-à-dire que les individus ne réagissent pas du tout à la hausse de prix. Si on est dans ce cas-là, on est dans une situation où en fait la demande est complètement inélastique. Et dans ce cas-là, bah, vous voyez, on resterait là, aux alentours de ce point, quel que soit le niveau de prix. Et donc là, on aurait une nouvelle fonction de demande avec une élasticité plus faible. Donc quand vous avez le déterminant dans l'axe des ordonnées, plus l'élasticité est faible autour d'un point, plus la droite est verticale, et plus l'élasticité est forte autour de ce point, et plus la droite ou la courbe a tendance à être horizontale. Donc ça c'est important de bien connaître l'explication graphique des élasticités.
Si on prend un autre exemple, on va prendre un autre exemple, l'exemple classique, typique, des grands débats dans vos cours de macroéconomie, c'est le modèle IS-LM. Donc si on prend IS, pour ceux qui connaissent, LM, on a donc ici le taux d'intérêt et ici le revenu. Et donc on va mettre, donc ça c'est le cas général, là on a IS, puis on va mettre LM. Voilà. Donc ça c'est le cas général. Mais souvent, dans les cours, on vous fait débattre par rapport à deux cas extrêmes qui sont le cas classique et le cas keynésien. Dans le cas keynésien, on vous dit que Keynes, on vous dit quoi? On vous dit que l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt, il est nul. C'est-à-dire que les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par les anticipations sur l'avenir plutôt réellement que par rapport au taux d'intérêt. Donc ça veut dire quoi graphiquement? Oui, alors hop, on va repartir là. Graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a notre... ici on a R et on a Y. Quand l'investissement est complètement insensible au taux d'intérêt, hop, là vous allez avoir IS, complètement inélastique, totalement vertical. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit sur LM? Par rapport à LM dans le cas keynésien, on vous dit que l'élasticité de la demande de monnaie, je vais l'appeler DM, par rapport au taux d'intérêt, tend vers l'infini. C'est-à-dire que la demande de monnaie est parfaitement élastique. Et donc, on a un cas extrême où LM est tout à fait horizontal. D'accord? Et c'est cette horizontalité, vous voyez, qui représente le fait que la demande de monnaie est parfaitement élastique au taux d'intérêt. Maintenant, si on se place dans le cas purement classique, chez les classiques c'est différent. Chez les classiques LM, l'élasticité de la demande de monnaie par rapport au taux d'intérêt, elle est très faible. Et par contre, on sait, dans le cas purement classique, que pour IS, que l'élasticité de l'investissement par rapport au revenu, puisque les agents sont sensibles au taux d'intérêt, l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt est très très forte. Et donc on a le cas classique, ici ça va être le taux d'intérêt et ici c'est le revenu, avec cette fois-ci ce qui va être parfaitement élastique, puisque ça c'est l'infini, l'élasticité est infinie, ça va être IS. Alors même pour ceux qui ne connaissent pas ISLM, c'est intéressant de pouvoir représenter juste avec certaines informations sur les élasticités, savoir représenter des courbes, même si vous ne connaissez pas le cadre, vous savez que quand c'est totalement inélastique, comme c'est le cas ici de la droite LM, de la fonction LM, LM sera plutôt verticale, et quand c'est parfaitement élastique par rapport au déterminant, eh bien la droite sera plutôt horizontale.